Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce nouveau webinaire sur les métiers et les secteurs, série de webinaires initiée par la région Bourgogne-Franche-Comté en direction des acteurs du SPRO et de l'ensemble des professionnels de l'orientation, de l'emploi et de la formation professionnelle. Nous vous proposons aujourd'hui une rencontre autour des métiers de la sécurité. Nos intervenants de ce jour, et nous les remercions d'avoir répondu positivement à notre sollicitation, sont Monsieur Paulin, secrétaire général du GES, le groupement des entreprises de sécurité, Monsieur Philippe Lefort, chargé de mission formation professionnelle à la direction de la formation professionnelle des demandeurs d'emploi de la région Bourgogne-Franche-Comté, et Monsieur Gauthier, formateur chez Active Prévention, ainsi qu'Alexandre qui viendra témoigner alors qu'il est actuellement nouvellement stagiaire de la formation professionnelle. Donc, quelques indications pour le bon fonctionnement de ce webinaire. Vous avez, pour ceux qui ont l'habitude, sur la droite, un chat où vous pourrez poser toutes vos questions. Et avant de partir, nous vous remercierons de bien répondre à un petit sondage rapide et je mettrai le lien en fin de webinaire. Donc, je laisse maintenant la parole à nos intervenants et à Monsieur Paulin. Et je vous souhaite à toutes et tous un très bon webinaire. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, Cédric Paulin, secrétaire général du groupement des entreprises de sécurité privées. Donc, le GES est une organisation patronale représentative. Donc, à ce titre, on siège dans toutes les instances de la branche prévention sécurité. Et j'y reviendrai à un moment, notamment dans les instances en charge de la formation initiale, ou en tout cas de la formation professionnelle. Peut-être un petit rappel pour vous dire ce qu'est la sécurité privée. C'est une profession réglementée qui comprend environ 3500 entreprises et 180 000 agents sur l'ensemble du territoire. Et au titre d'une profession réglementée, elle obéit à un cadre réglementaire, précisément le livre 6 donc, du Code de la sécurité intérieure. Donc derrière cette notion de profession réglementée, il y a en fait plusieurs activités, plusieurs métiers, plusieurs types d'emplois. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faut un petit peu insister. Donc les emplois, si on veut un peu non pas les décrire, mais les dénommer ou en donner les intitulés, ça va d'agents de prévention et de sécurité, qui correspond à la grande masse en fait des agents de sécurité privée. Mais on a aussi des agents de sécurité cynophiles, des agents de sûreté aéroportuaire, des agents de protection rapprochée. On a aussi des agents de détectives privés, mais qui sont un peu dans un autre cadre. Et on peut aller, ça c'est un peu les dénominations, on va dire, officielles, qui dépendent de notre autorité de régulation, donc le CNAPS, le Conseil national des activités privées de sécurité. Et si on va plus loin, dans les métiers dans la branche, dans les métiers de la convention collective, on peut avoir des agents de sécurité incendie, qui ne sont pas dans une profession réglementée au sens de la sécurité privée. C'est les fameux SIAP 1, SIAP 2, SIAP 3. On peut avoir des agents de sécurité privée plus spécialisés, qu'on va appeler, par exemple, dans la grande distribution, des agents arrière-caisse, des agents pré-vol, des agents mobiles aussi qui font des rondes. Donc, c'est tout ça, en fait, les métiers de la sécurité privée, avec le cœur des métiers qui sont réglementés, donc qui nécessitent d'avoir une formation initiale obligatoire, et qui ont des agents qui ont des cartes professionnelles et donc peuvent se faire contrôler. Ça, c'est pour vous donner le contexte. Un petit rappel, tout agent de sécurité, toute personne qui veut devenir agent de sécurité doit obtenir une autorisation d'entrée en formation délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité. Et dans ces différentes... c'est une contrainte, mais qui est légitime en tant que profession réglementée. Donc, la personne doit demander son autorisation au CNAPS, qui vérifiera ce qu'on appelle sa moralité. Donc, vérifiera le casier judiciaire, d'autres fichiers de la police et de la gendarmerie. Vérifiera aussi, pour les ressortissants étrangers, s'ils ont bien désormais un titre de séjour d'au moins 5 ans, s'ils ont une connaissance suffisante de la langue française, donc prouvée par un test B1. Vérifiera évidemment d'autres pièces administratives liées à leur domicile.
Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que pour entrer en formation, il faut déjà passer cette barrière de l'autorisation. Ensuite, les formations, elles sont elles-mêmes, pour être agent de sécurité dans ces différentes spécialités, elles sont elles-mêmes réglementées. C'est-à-dire que vous avez une formation de 175 heures pour devenir agent de prévention et de sécurité, vous avez une formation spécifique pour devenir agent de sécurité cynophile, une autre pour devenir agent de sûreté aéroportuaire et une autre pour devenir agent de protection rapprochée. Donc ça, c'est la base pour avoir la carte professionnelle correspondant aux intitulés officiels. Ensuite, quand vous êtes agent, par exemple, de prévention et de sécurité, vous pourrez exercer dans des magasins, donc c'est ce qu'on appelait les agents arrière-caisse, agents prévol. Vous pourrez exercer en étant un agent rondier, agent mobile, mais pour cette deuxième strate en fait d'activité, il n'y a pas de carte professionnelle particulière. Par contre, c'est là où je voulais en venir sur la formation, la branche professionnelle essaye de mettre en place, a commencé à mettre en place des formations spécialisées qui vont au-delà de la réglementation. L'une qu'on peut citer, puisqu'elle a commencé à avoir lieu, il y a des premiers certifiés, c'est une formation spécialisée de 105 heures qui est déposée, donc c'est une certification de compétences complémentaires déposée à France Compétences pour assurer la sécurité de sites sensibles. Donc là, la réglementation ne nous l'oblige pas, mais des agents de sécurité avec un prérequis de 2 ans d'expérience peuvent passer cette certification. Elle est donc déposée à France Compétences, certifiante et finançable, évidemment. Donc, dans la politique de branche, c'est une tendance que vous verrez se développer dans les mois et les années à venir, c'est-à-dire ces certifications spécialisées, ces formations et certifications spécialisées qui dépassent les obligations réglementaires. Donc, il y a la sécurité pour les sites sensibles, une qui est déposée en cours d'instruction, la sécurité pour les transports publics de voyageurs. On réfléchit à une certification de compétences complémentaires pour la sécurité événementielle et on en aura d'autres peut-être aussi pour l'encadrement. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté depuis environ 1 an. En tout cas, la décision a été prise il y a 2 ans et le temps que ça se mette en place, ça n'est pas du jour au lendemain, d'aller au-delà des formations initiales obligatoires définies par le ministère de l'Intérieur. Donc, voilà un petit peu pour le contexte à la fois de la branche, de la formation. Vous rappelez aussi, et peut-être pour terminer, que les besoins en emploi dans le secteur de la sécurité privée sont très, très importants. Au niveau national, à l'instant T, il manque environ 15 à 20 000 agents. Alors évidemment, c'est pallié par des heures supplémentaires, par quelquefois du recours à l'intérim, un peu d'ingénierie dans la planification. Donc, ça reste un métier qui est en tension, un métier où il y a une très forte pénurie d'agents. Donc, si vous ajoutez à ça le fait qu'avec les futurs grands événements, et notamment les Jeux olympiques, il faudra mobiliser 22 000 agents pour les sites olympiques, et ça monte à 30 000 si on prend les événements qui se dérouleront hors site olympique, telle entreprise, telle commune, telle mairie voudra faire un petit événement un soir ou dans la journée. Donc, ça nécessitera des agents en plus. Donc, voilà, on est entre un besoin de mobilisation qui va entre 22 et 30 000 agents supplémentaires. Sur cela, il faudra en former de manière spécifique qui après trouveront un métier dans la sécurité privée et même dès maintenant, environ 10 000 agents supplémentaires. Par an, on forme environ 30 à 32 000 agents de sécurité sur l'ensemble des formations que je vous ai décrites, des formations initiales obligatoires que je vous ai décrites. Donc, les perspectives d'emploi sont présentes. Alors après, c'est plus facile à dire qu'à faire et réussir à trouver des candidats pour entrer en formation, ça n'est évidemment pas évident. Mais il faut vraiment profiter des différents dispositifs qui vont se mettre en place dans le cadre des Jeux olympiques, en se disant que ça sert pour les Jeux olympiques, mais ça doit servir dès maintenant. Et dans la suite, dans ce qu'on appelle le plan héritage, ces personnes trouveront obligatoirement un emploi.
Donc voilà un petit peu les perspectives. Le dernier point peut-être à vous dire, puisque ça participe de l'attractivité évidemment, et qu'on vient de mettre sur table hier, c'est vraiment tout frais, un accord de revalorisation salariale de 7,5%, 7,5% sur toute la grille salariale. Donc ça, c'est pour rattraper, en partie rattraper, mais pas que, les hausses du SMIC que l'on connaît depuis quelques mois. Donc, et on a d'autres projets sur la table en négociation pour essayer d'avoir une bascule à l'horizon 2024, une bascule des salaires et de viser à avoir un premier niveau d'agent de sécurité qui serait à 10% au-dessus du SMIC à date de signature d'un accord. Donc, le but est vraiment, face à la concurrence intersectorielle qu'on peut connaître, de faire du secteur, de le porter vraiment en avant. Donc, les perspectives peuvent être encourageantes, le tout en passant par des difficultés de recrutement, d'attractivité, et puis, en tout cas moi, pour ce qui me concerne, de négociation salariale et de classification de métiers et des compétences. Donc voilà en quelques mots, sans doute trop rapides, un état un peu général du secteur de la sécurité privée. Et je m'excuse d'avance de ne pas pouvoir rester très longtemps avec vous, puisque je suis en plein congrès de mon Oui, organisation. c'est ce que vous nous aviez dit. Après, j'aurais peut-être une petite question. Moi, je me demandais, enfin voilà, là, il va y avoir 2 événements ponctuels. Monsieur Lefort me le rappelait aussi, la coupe du monde de rugby que j'avais complètement squeezé et les jeux olympiques. Donc là, il y a un besoin ponctuel d'agents de sécurité et tout type de métier dans les métiers de la sécurité. Mais du coup, après, ou en général, comment se positionne, le type de contrat? Est-ce qu'on peut avoir un CDI, du temps plein? Est-ce que c'est plus du temps partiel? Est-ce qu'on est sur plusieurs sites? Est-ce que Donc, en fait, la question des Jeux olympiques est évidemment pour les JO. On aura en grande partie pour les agents des contrats de vacation ou des CDD. Mais le secteur étant déjà en pénurie, et recherchant déjà des agents qui, pour certains, en étant employés avec des CDI dès maintenant dans le secteur, pourront participer, si leur entreprise a répondu à des appels d'offres pour les JO, participeront en tant que CDI sur ces jeux. La Coupe du monde de rugby, l'enjeu est moins important pour différentes raisons. Il faudra environ 8 à 10 000 agents répartis sur l'ensemble du territoire et sur une période d'un mois. Donc, ce n'est vraiment pas le même enjeu que pour les JO où c'est très concentré Île-de-France et sur 15 jours pour les JO en tant que tels. Donc, il y aura une variété de contrats. On aura aussi des personnes très probablement qui se formeront en se disant qu'elles vont travailler que pour les JO. Après, elles auront une carte professionnelle et ça pourra les intéresser. Je pense notamment aux étudiants, puisqu'il y a toute une démarche vis-à-vis des étudiants qui s'entame depuis environ un mois, pourront travailler dans le secteur, soit en plus de leurs études, soit dans le cadre d'autres activités. La polyactivité est quand même quelque chose qu'on voit se développer, et notamment dans le secteur événementiel. Vous avez une grande partie des agents qui travaillent dans une entreprise de sécurité privée de manière journalière ou dans le cadre d'un CDI, y compris à temps partiel, et qui font des vacations pour des événements. C'est aussi un souhait de la part des salariés actuellement. D'accord. Une petite question avant de vous laisser, dans le chat, une question de Léa qui demande quelles sont les contraintes du métier? Enfin, ce serait plus du coup des métiers, qui sont peut-être pas les mêmes en fonction des métiers en plus? Alors, les contraintes, au-delà des contraintes réglementaires que j'ai évoquées, effectivement, vous avez raison, il faut aussi parler des contraintes, des conditions de travail et des conditions d'emploi. Effectivement, un agent de sécurité ou une agente aussi de sécurité, il ne faut vraiment pas l'oublier. Il y a près de 14% d'agentes de sécurité. C'est du travail avec le public, et plutôt dans un temps de loisir ou dans un temps de loisir ou de consommation du public.
C'est-à-dire que les horaires peuvent être tôt le matin, peuvent être tard le soir, voire du travail nocturne, puisqu'il y a à peu près 26% des heures prestées qui sont la nuit. Et qui dit aussi contact avec le public, dit contact avec un public qui peut potentiellement être difficile. Je vous donne juste un exemple. Un agent de sécurité qui est à l'entrée d'un magasin et qui fait du filtrage ou qui peut demander d'ouvrir son sac, si vous êtes, vous, consommateur ou spectateur, et que vous ne posez pas de problème, vous allez vous dire c'est facile, parce que vous ne posez pas de problème. L'agent de sécurité, lui, va sans doute voir une personne sur 20, sur 30, qui va, entre guillemets, au mieux rechigner, au pire avoir des gestes déplacés ou avoir des mots déplacés, voire avoir des gestes un peu violents. Mais une personne sur 20, ou même si vous mettez sur 50, sur l'ensemble d'une prestation ou d'un agent qui va être là pendant 4 ou 6 heures, ça va lui faire, il peut être sur une centaine de personnes qui vont avoir ce type d'attitude. Et donc ça compte. À la fin d'une journée de travail, quand vous avez eu, mettons, que ça soit 100 ou 200 personnes qui ne vous ont pas regardé, qui vous ont mal parlé, qui ont eu un geste d'agacement, d'énervement, c'est pas tous les métiers qui font face à ça comme contrainte. Je suis pas en train de dire que le public est mauvais, mais il suffit de 5% du public mauvais par rapport à la gestion de masse, par rapport à la gestion de flux. Pour l'agent lui-même, ça fait beaucoup. Donc, c'est le contact avec le public, la diplomatie, le fait de diminuer la capacité à diminuer un conflit, à parler. C'est ça, en fait, qui fait le cœur de métier d'un agent de sécurité et qu'on lui apprend. Plus son cadre légal, qui ne doit jamais oublier comment intervenir ou comment parler pour ne pas intervenir. D'accord, merci beaucoup. Bon, je sens qu'il y aura d'autres questions. Certains publics nous questionnent de la vidéosurveillance. Pouvez-vous nous donner quelques éléments sur ce type de mission? Et ce sera la dernière question, parce qu'on va libérer Monsieur Paulin qui doit aller en colloque derrière, en organisation de colloque. J'ai oublié de le dire, et la personne a tout à fait raison. Dans les métiers réglementés, il y a les agents de télésurveillance et les opérateurs de vidéoprotection, donc réglementés donc, par le livre 6 du Code de la sécurité intérieure, et c'est un métier qui est dans la convention collective. Et donc, qui ont une formation également, une formation initiale obligatoire. Alors, il n'y a pas beaucoup de centres de formation en télésurveillance qui forment les agents de télésurveillance ou les opérateurs de vidéoprotection. Or, il y en a besoin. Les conditions de travail là, sont à la fois salariales et les conditions d'emploi sont meilleures, tout simplement parce que vous êtes moins en contact du public, vous êtes dans un PC de télésurveillance ou de vidéoprotection, donc ça peut être plus agréable. Mais ça fait largement partie des métiers de la sécurité privée. Il y en a environ, on est entre 7 à 8 000 agents de télésurveillance, opérateurs de vidéoprotection dans le secteur privé. Je ne vous en ai pas en fait parlé parce que j'ai tendance à l'oublier, puisque c'est un des seuls métiers où la branche prévention sécurité n'a pas elle-même développé ou déposé à France Compétences une certification. Et donc, ce sont des certificateurs entre guillemets privés qui ont les certifications. Mais c'est bien dans la sécurité privée et il ne faut surtout pas l'oublier. D'accord. Nous vous remercions beaucoup pour votre intervention, puis nous allons vous libérer et un bon colloque. Et s'il y a des questions, je manquerai pas de vous les faire parvenir. Donc, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les faire remonter aussi dans le chat. Aucun problème. Et puis, merci à vous et très bonne initiative d'organiser de tels webinaires et à votre disposition si vous en faites d'autres et j'aurai plus de temps. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Donc du coup, parce que Alexandre a cours, on le remercie d'avoir bien voulu participer. Donc vous êtes apparemment nouvellement stagiaire de la Forme Pro sur la formation d'agent de sécurité.
Oui. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de qui vous êtes et ce que vous faisiez potentiellement avant d'intégrer, cette formation et pourquoi vous l'avez choisie? D'accord, oui. Donc, bonjour à tous et à toutes. Alexandre, 21 ans. Donc, j'ai fraîchement rejoint cette formation. Je l'ai fraîchement intégrée. Donc, auparavant, je sors d'un DUT gestion logistique et transport. Voilà. Et puis ensuite, j'ai effectué un emploi dans cette branche-là, justement, en tant qu'assistant camionnage dans une société de transport de marchandises. Et aussi, auparavant, j'ai effectué un service civique à la police nationale d'une durée de 9 mois. Donc ensuite, après mon emploi auprès de la société de transport, j'ai voulu tout simplement me réorienter dans la sécurité. Tout simplement parce que déjà, avec mon expérience de 9 mois sur la police nationale, j'ai déjà pu côtoyer un peu tout le système de la police nationale, police municipale, qu'on croisait aussi très souvent, et aussi qui étaient souvent accompagnés des stagiaires agents de sécurité, justement, de leur côté. Et donc justement, ce côté sécurité, c'est ce que j'aime justement, pouvoir permettre à tout le monde de pouvoir se déplacer tranquillement dans les lieux publics, de tout simplement pour qu'on puisse avoir l'esprit libre justement en rentrant dans un établissement, sans se soucier sans se soucier des autres, de ce qu'ils peuvent faire, etc. D'accord. Oui, parce que c'est, enfin, c'est un peu en lien et à la fois, oui, si avec votre, service, civique, je comprends que ça crée de la vocation de vouloir accompagner autrui, parce que c'est quand même des métiers, on est tout le temps en contact de gens. Enfin, comme Oui, disait monsieur Paulin, voilà, on a 200 000 personnes, quelque part, mais il y a toujours ces 5 qui potentiellement, pourraient «poser problème» entre guillemets, hein, vraiment. voilà. Et du coup, le contact à l'humain, c'est aussi ça qui vous a intéressé pour, Oui, choisir, le métier d'agent de sécurité? oui, oui, totalement. En plus, avec le service civique à la police nationale, j'étais agent chargé d'accueil, justement. Donc, j'accueillais les usagers du commissariat de police de la ville. Et donc, je les réorientais sur le service souhaité. Et donc, de temps en temps, j'avais des plaignants. De temps en temps, j'avais des personnes qui venaient aussi de manière un peu virulente. Mais bon, avec la gestion de conflits et puis la formation que j'ai pu suivre au sein de la police nationale sur la gestion des conflits, les conflits aggravés, m'a justement aidé à pouvoir gérer ces conflits de la meilleure des manières, toujours avec la parole. D'accord, oui, je trouve ça balèze quand même. Du coup, ouais, c'est super en lien, ma question suivante avec ce que vous venez de dire. Pour vous, quelle qualité ou «compétence» entre guillemets, faut-il avoir pour exercer ce métier? Ouais, déjà, je pense qu'il faut être très patient, justement, très patient avec soi-même et puis avec les autres. Et justement, des fois, on a beau dire une chose de 3 fois à une personne, des fois, elle va peut-être pas avoir forcément compris, donc il faut privilégier la reformulation dans ces cas-là. Ensuite, ne pas avoir le sang chaud, ne pas avoir le sang chaud, parce que très clairement, quand on reçoit des injures ou des gestes obscènes sur le métier, parce que justement, par exemple, sur le service civique, bah, je représentais une institution publique. Donc forcément, les personnes qui n'aiment pas trop les institutions publiques sont plus amenées à nous injurier, à nous donner des gestes obscènes. Et donc, du coup, il faut savoir les encaisser sans avoir l'envie derrière de rétorquer. Non, au contraire, il faut toujours rester professionnel, rester dans le cadre de la profession et puis surtout rester courtois avec tout le monde. Aussi, je pense qu'il faut être très attentif, justement, surtout dans les métiers de la sécurité. Parce que maintenant, de plus en plus de personnes rallient la sécurité avec les institutions publiques de la police, notamment. Donc, du coup, on peut être amené à plus être, entre guillemets, des cibles d'attaque. Donc, il faut toujours être attentif à la moindre chose qui pourrait nous paraître suspecte. D'accord. Donc vous y êtes venu, suite à un DUT, une autre expérience professionnelle et quels conseils vous pourriez donner, à des gens qui viendraient voir, ben, les personnes qui sont là pour assister à ce webinaire, pour se lan avant de se lancer dans ce secteur? Alors déjà, avant de se lancer dans le secteur, déjà, il faut vérifier déjà avant tout qu'on n'a pas commis de contravention, etc., qu'on a déjà une certaine moralité, déjà, parce que sinon, on ne peut pas passer les tests administratifs du CNAPS. Donc, le CNAPS qui va faire toute la vérification administrative au niveau des casiers, du FPR, etc.
Ensuite, soi-même se retrouve avec soi-même pour se demander si justement on n'a pas le sang trop chaud. Parce qu'on peut être une personne très gentille dans la vie et tout, mais s'il y a quelque chose qui peut nous titiller et qu'on est très vite à même d'engager directement un conflit, c'est pas forcément pour nous. Donc il faut, je pense, ensuite avoir une phase où est-ce qu'on doit se retravailler là-dessus, par exemple. Et enfin, dernier conseil que je peux donner vraiment, c'est vraiment être sociable. C'est vraiment être sociable. Se rendre compte qu'on est sociable, qu'on aime bien avoir le contact, justement, parce que si on n'aime pas le contact avec le public, bah forcément, la sécurité, ça va être un peu plus compliqué, surtout si on travaille dans un ERP ou dans de l'événementiel. Et puis du contact au quotidien, tous les Voilà. jours, et cette notion de self-control. D'accord, ben merci. En tous les cas, ben, je vous souhaite une très bonne formation, puis Eh bien, bon merci cours là tout beaucoup. de suite, et merci pour votre témoignage. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup à vous et bonne continuation pour ce Ben, webinaire. vous aussi, puis peut-être qu'on se recroisera sur un événement ou autre. Oui, peut-être, oui. Et Bonne journée à n'oubliez vous. pas de vous dire bonjour et d'être poli. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci Au revoir. Alexandre. Au revoir. Merci. Donc, monsieur Lefort, quand nous avions préparé ce webinaire, l'idée c'était, d'évoquer le maillage territorial, mais aussi, les possibles évolutions, des métiers dans le domaine de la sécurité. Parce que, enfin, quand on n'est pas du sérail, objectivement, on voit pas toute la subtilité, des métiers. Il y a pas que agent de sécurité, monsieur Paulhan en a parlé tout à l'heure, il y en a plein, mais il y a quand même, un point d'étape, à franchir, c'est déjà agent de sécurité. Donc, je vous laisse la parole, et si vous voulez partager votre slide, je Ouais, je vais essayer de partager. Bonjour à tous. Bon, un beau profil, hein, Alexandre. Hein. ouais, je trouve qu'il a déjà bien conscience de ce c'est qu'il faut une mettre en œuvre pour ce ouais, ouais, une belle analyse des attendus. Alors, partager, je vais essayer. Et puis on avait une question en attendant, je sais pas si vous pourrez y répondre, monsieur Gauthier ou monsieur Lefort. Il y a quelqu'un qui nous demande si vous avez des idées, des perspectives d'embauche d'agents de sécurité dans les mois à venir dans la région Bourgogne-Franche-Comté. De mon côté, nous au centre, on a beaucoup d'entreprises qui ont du mal à recruter et qui nous demandent des coordonnées de nos anciens stagiaires en permanence. Donc il y a vraiment un souci dans les entreprises de recrutement. Je fais le même constat sur les autres territoires. Je dirais qu'aujourd'hui, les personnes qui sortent avec leur carte professionnelle, donc en lien avec l'obtention de l'assertif, ils ont tous un boulot. C'est pas compliqué. Hein. Bon, bah ça recrute, quoi. Et c'est un métier en ouais, ça recrute. Monsieur Paulin a insisté. Hein, je pense quand même 15 à 20 000 agents manquants au niveau national, 30 000 supplémentaires nécessaires. Faites le compte. Ce qu'il n'a pas évoqué, monsieur Paulin, c'est que dans les statistiques, donc la carte pro, elle est valable 5 ans. Malheureusement, on a 2/3 des agents qui ne renouvellent pas leur carte pro, donc qui sortent du secteur des métiers de la sécurité. Ça, c'est le vrai souci auquel sont confrontés les acteurs. Donc les revalorisations salariales, tout le travail que la profession est en train de mener, c'est déjà pour essayer de colmater les brèches, quoi. Et de garder les agents. Garder. On partage, monsieur Gauthier, ce que je viens d'évoquer. Oui, oui. Ah oui, tout à fait. Hein. Donc, pour rajouter, sur la Bourgogne-Franche-Comté, environ une centaine de manifestations cet été n'a pas pu avoir lieu pour manque de personnel, ou alors ont été fortement réduits par rapport à ce qu'ils voulaient faire à la base. Donc, on est vraiment dans un gros manque de personnel de ce côté-là. Donc oui, ça recrute. Ceux qui ont la possibilité de se déplacer et qui recherchent vraiment ont du travail. Parce qu'il faut savoir que depuis quelques années, l'encadrement de ces manifestations, effectivement, les organisateurs doivent assumer et doivent financer la surveillance, la sécurité. Avant, dans des petits villages, on pouvait mettre deux policiers municipaux, 3 pompiers. Aujourd'hui, c'est plus gratuit.
C'est une prestation qui est obligatoirement payante, ça fait quelques années. Et donc forcément, il y a aussi le recours à des sociétés de sécurité privée bien moins chères, quoi. Est-ce que vous voyez mon écran? Alors, moi, oui. Bon, si vous le voyez, je pense que tout le monde doit le voir. Donc, en ce qui concerne les métiers de la sécurité, sur la Bourgogne-Franche-Comté, hein, les actions de formation financées par la région pour les demandeurs d'emploi, c'est 17 actions, 308 places. Et aujourd'hui, la répartition est la suivante. Sur le métier de base, agent de prévention sécurité, l'APS, on a 14 actions avec environ 300 personnes inscrites. Et puis, on a 2 actions un petit peu de spécialisation. L'idée étant justement, quand quelqu'un a bossé dans la grande distribution pendant un certain nombre d'années ou dans des centres commerciaux, hein, des galeries marchandes, des choses comme ça, ils sont vite ils sont vite fatigués, ils sont vite usés par la monotonie du job, entre guillemets. Et l'idée qu'on avait quand on a proposé ce programme de formation, on avait déjà un petit peu de cyno, et puis de l'aéroportuaire. On s'est dit on les maintient, on augmente le cyno. Et aujourd'hui, on a 2 actions, une action en agent aéroportuaire. Et puis, pour entrer sur ces actions, les personnes, elles devront déjà être titulaires d'une carte pro, c'est-à-dire des agents de prévention ayant déjà exercé et souhaitant évoluer un petit peu sur le job. Seulement, vous voyez que ces 3 actions, que ce soit les cynos ou que ce soit les aéroportuaires, on a beaucoup de mal à mettre du monde dedans. Donc, c'est pas très satisfaisant et on n'a pas sur les aéroportuaires les profils attendus. Donc voilà, il y a des questions qui se posent autour de ces actions de spécialisation qu'on a testées en Bourgogne-Franche-Comté. Alors, comme l'a dit Monsieur Paulin, de toute façon, le gros volume, c'est l'APS. Donc là, à ce niveau-là, on est dans les clous, 15 actions, 300 inscrits, ça fait à peu près 20 personnes par session. Donc, je vous présenterai le maillage à la fin. Juste pour évoquer le parcours type, donc c'est un parcours qui fait 400 heures maximum, avec un module en prévention et en sécurité, un module en sécurité incendie, un module secourisme du travail et habilitation électrique. Donc les modules APS, le SST et le H0B0 sont les 3 modules obligatoires pour obtenir sa carte pro et donc exercer la profession d'agent de prévention et de sécurité. Nous, on a souhaité rajouter la sécurité incendie parce que ça permet d'avoir de la polyvalence au niveau des agents et ça, les boîtes, elles aiment bien parce qu'elles peuvent indistinctement envoyer des gens soit sur une mission de sécurité incendie, les services incendies qu'on a dans les ERP. Les ERP, c'est les établissements recevant du public, tout simplement. Il faut de la prévention sécurité, mais il faut aussi de la sécurité incendie. Donc, du coup, ils ont la double casquette. Mais le module SIAP, il est un petit peu plus difficile à obtenir pour les personnes entrant en formation. Et l'APS, ça se passe plutôt bien, surtout quand on a une construction modulaire, ce qui est le cas pour beaucoup d'actions en Bourgogne-Franche-Comté qu'on finance, et qui permet, en cas d'échec, de revenir sur la session suivante, parce que chaque organisme de formation qui met en œuvre des actions en prévention sécurité réalise 2, 3, voire 4, 5 sessions par an. Donc ça revient régulièrement et du coup les personnes, si nécessaire, elles peuvent revenir faire un petit module ou se représenter aux examens. Il y a une partie pratique, il y a une partie théorique, les QCM. Voilà, Monsieur Gauthier nous en parlera peut-être régulièrement. Il y en a 1 ou 2 qui est repêché et qui revient sur la session suivante pour garder, je dirais, tout le travail qui a été fait en formation. Ça permet de le valoriser. Je reviens. Hop, c'était celle-là que je voulais vous montrer, les prérequis. Alors, j'y reviens.
Alors, les prérequis pour entrer sur une action d'agent de prévention de sécurité, c'est déjà d'avoir la carte provisoire délivrée par le CNAPS. Donc ça, c'est une entité incontournable. C'est rattaché au ministère de l'Intérieur et ce sont des personnes qui vont enquêter, comme le disait Alexandre tout à l'heure, alors non pas sur la contravention, parce que vous avez fait un radar ou oublié de mettre la ceinture. Hein. Par contre, si vous êtes flashé à 200 km/h au lieu de 130 ou de 110, là c'est sûr que ça va commencer à compter des points, et pas que pour le permis. Et puis, tout type d'infraction, en fait, vous ne l'ignorez pas, tout se sait et tout est enregistré par les services généraux. Donc c'est avant tout l'étude du casier judiciaire, le B2, mais ça peut aller sur d'autres tiroirs qu'on connaît moins. Et donc la carte provisoire, c'est vraiment la première démarche que doit faire le demandeur d'emploi quand il vient vous rencontrer. Il se connecte sur le site du CNAPS et il entame ses démarches. Alors, on demande à tous les organismes de formation d'être en capacité d'accompagner aussi cette demande de carte pour les demandeurs d'emploi qui veulent se positionner. Donc vous pouvez aussi, une fois que vous avez situé l'organisme de formation qui pourrait répondre au projet professionnel du DE, l'inviter à se rapprocher de l'organisme de formation qui l'accompagnera dans cette démarche-là. C'est tout dématérialisé aujourd'hui. Mais disons que si une personne, elle est consciente qu'elle a déjà été je dirais en conflit avec les services de l'ordre, vaut mieux l'aider à définir un autre projet. Et puis des choses qui sont arrivées en 2021, notamment sur le niveau de français B1 pour les personnes n'ayant pas étudié en France, donc ça doit être un B1 certifié. Ça pose quelques soucis, on essaye de voir avec les DFL et le DAC, éventuellement pour qu'il y ait des réponses. Et pour les résidents hors Union européenne, c'est 5 ans minimum de présence sur le territoire, 5 ans de présence étant bien évidemment justifié. Donc ça, c'est deux nouvelles règles. La première, c'est pour avoir un flux de communication adapté à une situation d'urgence, entre guillemets. Il vaut mieux que l'agent puisse s'exprimer correctement et comprendre correctement ce qu'on lui dit pour gérer une urgence. Et puis pour les résidents hors UE, bien évidemment, dans un contexte où il y a pas mal de tensions, on renforce la présence en France et du coup la capacité de l'État français à surveiller la bonne conduite pour ces personnes, tout simplement. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie? Non. Non, on nous demandait surtout ce que fait un agent aéroportuaire. Après, si vous avez déjà pris l'avion, c'est ceux qui vont vous faire perdre un quart d'heure pour le contrôle des bagages, évidemment. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Et puis, la valise qui est partie sur le tapis roulant, elle va également passer en radiographie et autres. Si tout va bien, ça continue son chemin. Si ça va mal, vous risquez de retrouver votre valise avec du scotch pour qu'elle referme à nouveau, voire être convoqué par le service de sécurité de l'aéroport. Là, ça demande une compétence pour réussir à refermer la valise une fois qu'elle a été ouverte. Ouais, c'est pas l'objet de la formation, mais ça peut être un plus. Ils font de la sécurité piste aussi, évidemment. Quand vous allez, avec les low cost, notamment quand vous n'avez pas les passerelles d'embarquement, qu'il faut faire un petit peu sur le tarmac, etc. Tous ces personnes en gilet jaune et puis des bâtons dans les mains, c'est les agents de sécurité. Ils régissent toute la sécurité sur l'aéroportuaire. Et puis donc rapidement, parce que l'heure tourne, faut que je repartage aussi. Donc j'arrive. Du coup, c'est quand même un secteur où on s'imagine pas l'ensemble des métiers qui peuvent être connexes, parce qu'on se dit les sécurités, agents de prévention et de sécurité et basta, mais pas que.
Non, comme l'a expliqué M. Paulin, voilà, il y a les transports de fonds, il y a la sécurité rapprochée, il y a la vidéosurveillance. Alors, on n'en a pas en formation, nous, parce qu'en fait, il y a peu de sites de vidéosurveillance. Faut pas confondre une vidéosurveillance d'une commune, où là, c'est un agent municipal qui va faire le job, ou la vidéosurveillance dans un supermarché ou galerie marchande, ça n'a pas besoin de compétences particulières. Là où on a besoin de compétences particulières, c'est les blocos, entre guillemets, et c'est vraiment des blocos qui sont situés quelque part en France et auxquels votre maison est raccordée. Et là, ils ont 200 écrans, ils sont 10 agents, et ils sont en lien constant avec des rondiers qui sont en voiture et qui peuvent intervenir à tout moment. Donc là, on est sur un domaine un petit peu particulier où il faut effectivement une formation particulière également. Écran entier, hop, je reviens et je vous présente ce dernier tableau. Donc c'est la répartition des actions qu'on finance. Donc j'ai regroupé ça par territoire. Alors il y a l'AFPA de Chevigny, où on a un titre pro. Sur le Doubs, on a la FRAT à Besançon et la MFR. Vous voyez en orange, tout à droite, c'est la saturation 2021. Donc vous voyez que ça rentre quand même pas mal, sauf sur quelques lieux ou quelques actions. Et voilà, l'agent de sécurité Sino à Vercelles, c'est la moitié des places qu'on finance, donc c'est pas satisfaisant. Sur Dole, donc c'est de la PS classique, on est à 126%. Dans le 58, on a ouvert sur Cône l'année dernière, mais c'est un peu la cata. Donc s'il y a des collègues prescripteurs sur le 58 et en l'occurrence sur Cône, le Greta est en train de mener ses infocalls et ils ont vraiment besoin d'un coup de main, sinon restera, les gens iront sur Nevers, pas le choix. On peut pas, ils ont démarré à 3, il y a eu 2 abandons, ça a été la cata. Donc sur Vesoul, on en a une pour l'instant. Et puis l'aéroportuaire est sur Digoin parce qu'il y a un centre d'entraînement pour les pilotes de l'aviation civile, et puis c'est un site de fret, donc ils ont tous les équipements pour la formation, c'est intéressant. Par contre, on sait bien que l'aéroportuaire sur la Bourgogne-Franche-Comté, il n'y a pas vraiment d'emploi, il n'y en a pas, il y en a peut-être un petit peu à Dole, mais c'est peanuts. Et ça veut dire, les gens, ils partent après bosser sur la région parisienne, sur le sud, sur Lyon. Mais là, c'est pareil aussi. Peu de candidats. Alors, c'est pas un gros volume non plus, mais même ce petit volume, on l'atteint pas. Et puis, depuis l'année dernière, aujourd'hui, il faut une promesse d'embauche d'une entreprise pour pouvoir entrer en formation. Ça se rajoute aux prérequis que j'ai listés précédemment. On a donc Chalon, Fragne avec l'AFPA, CFAPS qui porte une action Sino, une action APS classique appareil monial, mais qui vient de déposer le bilan. Voilà, tout simplement, qui ferme, qui cesse son activité. Et puis Active Prévention, nouvel arrivant sur Mâcon, sur Monceau. Sur le 89, on a Migène Essence avec 2 opérateurs différents. Donc ça nécessite de bien se coordonner pour les sessions. Et puis sur le pays de Montbéliard et l'aire urbaine d'une façon générale, c'est le Greta avec un gros volume parce que c'est aussi un gros bassin. Donc au total, 308 places, 316 entrées et pour la petite info, 26 abandons, ça fait 8%. C'est pas un taux d'abandon très important. On est en dessous de la moyenne des actions financées. D'une part parce que pour arriver à la formation, il y a quand même un petit peu ce parcours de carte pro, notamment à obtenir, et ensuite il y a pas mal de candidats quand même, on va dire, hormis quelques actions là qui sont orange, mais pour la plupart
Montceau-les-Mines, 150%, ça veut dire qu'on est au taquet, 130%, 115%, 126%, enfin voilà. On a du monde, donc il y a quand même un effet un peu de sélection et encore une fois, c'est l'emploi garanti à l'issue, quoi. Si on a le diplôme, mais les taux de certification sur les titres à finalité professionnelle sont très très bons et les sorties emploi sont très très bonnes aussi. Ouais, le CQP aéroportuaire et cynophile, c'est aussi quelque chose, comme vous le disiez, qu'il faudra aborder dans une deuxième partie de carrière. C'est ça. Voilà. Alors sans avoir fait 20 ans, hein, mais oui. Ça s'improvise pas. Oui, mais c'est quelque chose qui est aussi à réfléchir pour les conseillers. Si quelqu'un leur dit, moi j'en ai marre d'agents de sécurité, si vous voulez rester dans le domaine et dans le secteur, il y a d'autres perspectives en termes d'emploi. Exactement. Agence cynophile et aéroportuaire. Et il y a un aéroport à Genève. Oui, mais bon, on est un peu loin de la Bourgogne-Franche-Comté, là, quand même. Hein. Bah, c'est à côté. Mais voilà. Franche-Comté. Et comme il y a un stage obligatoire, ça pose un peu de soucis. C'est les stages, ils posent des soucis. Vraiment, sur l'aéroportuaire. Parce qu'en plus, il faut qu'il soit à proximité de l'aéroport. Hein. Les horaires, c'est pas 9h midi, 14h 18. Donc, des fois, il n'y a pas de transport en commun, hein, suivant les horaires. Ok. Bon, bah, c'est aussi à prendre en compte dans le conseil qui peuvent être donnés aux personnes qui veulent aller sur ces métiers. Voilà, et puis sur l'aéroportuaire, c'est open évidemment pour toute personne de Franche-Comté. Enfin, on en a une en région, Franche-Comté, pardon, Bourgogne-Franche-Comté. On en a une seule pour toute la région. Ça a vocation à faire des recrutements régionaux. Les Cynos, on en a une sur l'ex-Franche-Comté, une sur l'ex-Bourgogne. Ça a vocation à recruter sur l'ensemble de ces territoires. D'accord. Bah, merci beaucoup. De rien. Donc, Monsieur Gauthier, voilà, on vous a invité, on vous remercie d'avoir répondu favorablement, pour nous parler de la formation d'agent de prévention de sécurité que vous portez chez Active Formation. Donc, en fait, comment se déroule votre formation, comment elle se passe? On a vu les modules à peu près qu'elle composait, mais plus concrètement, chez vous, ça se passe comment? Alors, bonjour à tous. Monsieur Lefort et Monsieur Paulin ont déjà pas mal dégrossi l'entrée à la formation. Hein. Donc aujourd'hui, notre vrai souci pour pouvoir démarrer notre formation, c'est le délai pour avoir cette carte provisoire du CNAPS. Ça peut aller de 15 jours, alors c'est très rapide, mais ça peut des fois, on a des délais de 2 à 3 mois. Et on commence les formations et on n'a toujours pas reçu l'autorisation préalable à la formation. Donc, on est obligé de désinscrire un stagiaire pour le remettre sur la formation d'après, en sachant que la carte n'est valable, la carte d'entrée en formation n'est valable que 6 mois. Donc, entre-temps, il faut refaire une autre demande. Donc, c'est vraiment le point sur lequel on a un gros souci. Chez nous, à Active Prévention, on accompagne des futurs stagiaires sur leurs demandes, c'est-à-dire qu'ils viennent la faire au centre, on les aide, on leur met un ordinateur à disposition, on les laisse faire un maximum pour qu'ils aient quand même une certaine autonomie, et on est là pour les soutenir et les aider à faire leurs demandes. Donc, ils la font généralement dès leur inscription, dès qu'ils sont venus faire les prérequis d'entrée qu'on nous impose aujourd'hui. Ensuite, la formation, comme elle a été présentée par M. Lefort, c'est 400 heures. Chez nous, c'est 400 heures APS plus SIAP. Donc, il y a à peu près un peu plus de 300 heures d'APS. Et un SIAP, le SIAP, donc la sécurité incendie, qui initialement est de 67 heures pour le SIAP 1, nous, on l'a fait durer un peu plus. On est sur du 80 heures, plus le jour de l'examen. Et au-delà des 400 heures, ils ont encore 140 heures en entreprise. Donc, on est vraiment sur 3 mois de formation pure, plus 1 mois de stage en entreprise, ce qui leur permet quand même de voir beaucoup de choses. Que puis-je dire davantage sur ce qui a déjà été dit?
Je voulais revenir sur un point sur la télésurveillance et la surveillance électronique, parce qu'on va nous dire, dans les magasins, il y a de la vidéosurveillance. Alors, il faut bien faire la différence, comme disait Monsieur Lefort, entre la télésurveillance qui va être faite dans des blocos, et c'est vraiment des blocos qui sont hyper sécurisés, parce que vous imaginez bien toutes les informations personnelles des individus qu'il peut y avoir à l'intérieur, où là, il y a une formation spécifique. Et les vidéosurveillance que vous pouvez trouver en supermarché, où là, c'est de la surveillance électronique. Et du coup, celle-ci, on en parle, c'est dans le module, c'est l'UV10 ou 11, j'ai un doute. Et là, bien sûr, vous l'avez dans votre formation initiale. Donc, quelqu'un qui vient faire cette formation, demain, il va travailler dans une grande surface, il pourra faire de la surveillance électronique pour suivre, par exemple, une personne qui pourrait être susceptible d'avoir mis quelque chose dans sa poche ou autre. Au niveau, donc là, j'ai parlé de tout ça. Donc, aujourd'hui, on a vraiment la contrainte par rapport au délai du CNAPS. Donc, nous, en Bourgogne-Franche-Comté, on dépend du CNAPS de Metz. Donc, les délais sont assez longs. Tout se fait par informatique. Il y a plus de on n'envoie plus de courrier. Tout se fait par ordinateur. Alors que pour le SIAP, aujourd'hui, c'est une simple visite médicale qui va permettre à la personne de rentrer en formation pour faire une formation SIAP 1 ou SIAP 2. Donc le message à passer, c'est que pour toute personne qui sera intéressée par ce type de métier, objectivement, il faut anticiper. Allez du côté du CNAPS, allez venir vous voir vous, mais anticiper par rapport à l'entrée en formation. Exactement. Et encore une fois, quand les personnes nous appellent pour rentrer en formation, c'est là aussi où il faut tout de suite leur dire les choses et pas attendre de les voir pour leur demander s'ils n'ont pas eu de problème avec la justice, parce que c'est du temps perdu pour tout le monde et des places qu'on va réserver pour une personne qui de toute façon ne pourra pas venir en formation. Donc voilà, donc il faut vraiment en amont bien anticiper ce genre de demande. Du coup, une petite question rapide, hein, parce que oui, le temps file et on a dépassé de 10 minutes. Vos stagiaires, ils trouvent des emplois sur quel poste et est-ce que c'est localement ou il faut bouger et il y a mobilité derrière? Nous, sur le secteur, donc moi là je suis sur Monceau-les-Mines, on a vraiment un site industriel important sur la communauté urbaine. Donc on a beaucoup de travailleurs, alors c'est surtout des grosses entreprises qui vont aussi bien faire de la grande surface que de la sécurité industrielle. Et on a des petites structures à côté qui font beaucoup d'événementiels. Donc, comme nous l'avait dit d'ailleurs Monsieur Lefort, beaucoup de personnes vont travailler sur des sites commerciaux ou des sites industriels et le week-end faire un complément de salaire sur une activité événementielle. D'accord. Ok. Et puis pour le site de Mâcon, en fait, il y a Lyon qui est pas loin, donc. Exactement. Moi, si je peux me permettre de rajouter une chose, l'emploi, il est très diversifié. On peut être voilà, en grande distribution sur des horaires d'ouverture du magasin, mais on peut être en ronde la nuit. On peut être voilà, on peut bosser en semaine, mais on peut bosser aussi en week-end. Il y a comment dire, une panoplie d'activités en lien avec ces métiers qui est très diverse. Et je dirais, si l'employeur développe une agilité de planification, il y aura derrière aussi une facilité à garder ses agents. Et les agents, ils vont s'y retrouver entre marier une activité professionnelle, sa vie privée. Enfin, peut-être les choses vont être subies un peu au départ, mais à l'arrivée, enfin très très rapidement, il y a aussi des logiques qui se mettent en place dans les entreprises pour arranger tout le monde, entre guillemets. On peut bosser de nuit, on peut bosser de jour, on peut bosser les week-ends, enfin voilà, il y a
Oui, il y a une adaptabilité des conditions de travail aussi pour fidéliser ses salariés, sinon on se doute bien qu'ils ne vont pas rester si... Et par contre, il y a très peu de postes où on va bosser 8 heures d'affilée avec une pause d'un quart d'heure, quoi. J'ai un petit souci de batterie, j'en me dépêche. Ok, mais j'avais une mini question fiable, je ne sais pas si vous pourrez y répondre, monsieur Lefort ou monsieur. Existence tout de même de quelques prérequis pour le SIAP 1, certif, SST, test de langue... Mais, ah non, c'était une remarque, pardon, autant pour moi, madame. Je vois que Florence Roux est connectée, donc si Florence Roux est connectée, donc Florence, c'est une chargée de mission également, mais au niveau du réseau des Greta pour l'Académie de Besançon et pour les métiers de la sécurité, entre autres. Bonjour Florence. Oui, il y a quelques évidemment prérequis, mais comme l'a dit Monsieur Paulin, on n'est pas sur un métier réglementé au sens de l'agent prévention et sécurité. Ce qu'on va demander pour un SIAP, c'est qu'on comprenne ce qui, sur une main courante, il aura une main courante à remplir, il faut qu'on comprenne ce qu'il a marqué, quoi, tout simplement. Et sur sa communication radio également, il faut qu'on comprenne quand il parle à la radio. Donc, c'est vraiment du français de base. C'est rare qu'on demande à un SIAP de faire un rapport ou un compte-rendu. C'est vraiment de la main courante. Donc, c'est quelque chose de très bref. D'accord, ok. On va conclure ici. Je remercie Monsieur Lefort, Monsieur Gauthier, Monsieur Paulin et Alexandre. Vous leur direz vraiment merci. C'était vraiment intéressant. Donc, vous retrouverez prochainement ce webinaire en replay sur notre chaîne YouTube. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. On ne manquera pas d'y répondre, évidemment. Je transmettrai aux personnes à destination de ces questions. Et si vous avez le temps, je vous mets là tout de suite un petit lien pour répondre à un petit sondage rapide. Notre prochain webinaire portera, parce qu'on aime bien l'éclectisme, sur les métiers du transport sanitaire. Donc on passe d'un métier à l'autre, c'est complètement fou. Merci à tous, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne fin de journée et au mois prochain pour notre prochain webinaire. Au revoir. Merci, au revoir.